va parler d'un sujet d'IA, Ouais. je sais que je vais être obligé de temporaliser, tu vois, de dire où on est, parce qu'autant ce dont on parle maintenant, il se sera passé déjà une monde. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou dans le sujet du jour. Sujet du jour que je suis très très heureux de faire avec toi, Cyril, parce que on va parler d'intelligence artificielle, mais cette fois, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu vois, avec toi, on va pouvoir creuser sur ton expérience et on va rentrer dans le concret de comment ça marche pour les experts comptables, quels sont les cas d'usage. Je t'ai découvert grâce à l'étude que tu as fait, que Polaria, donc ta boîte, a fait pour l'Ordre des experts comptables de Bretagne. Tout à fait. Justement. Et, 2 études. Alors moi, j'ai découvert la deuxième, tu vois. Et il y avait 70 pages où c'était bien précis, je l'ai lu, je me suis régalé et je me suis dit, attends, je vais t'envoyer un petit message sur LinkedIn. Est-ce que tu es dispo ? Après, j'ai creusé, j'ai vu tout le contenu que tu as pu faire et je me suis dit, mon Dieu, s'il dit oui pour un épisode de podcast, je sens qu'on va se régaler. Et donc, on est ensemble pour 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure et quart plutôt, 1 heure et demie ça fait beaucoup, mais bon, alors on sait jamais. Bref, on est ensemble pour un peu plus d'1 heure sur ce sujet et où on rentre dans le concret, quoi. C'est-à-dire qu'on va passer l'acculturation où dans tous les épisodes on a à peu près tout le monde compris, tout le monde a un peu joué pour voir ce que ça pouvait faire l'IA générative. Non, là maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça fait à la fois pour les experts comptables dans ce que tu vois dans les autres boîtes, dans les autres secteurs, pourquoi c'est pas une vaguelette, mais un changement de paradigme et tout ça avec que du concret et de la bonne humeur. Est-ce que ça te va comme programme ? J'adore, donc très bien. Écoute, magnifique. Partons à fond. Eh ben on y va. Cyril, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Pour les auditeurs qui ne seraient pas du coup proches de l'Ordre des experts comptables de Bretagne et qui ne t'auraient pas vu dans une conférence sur place, est-ce que tu peux te représenter un peu et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui l'IA fait partie totalement de ton quotidien ? Eh ben écoute, moi je m'appelle donc Cyril de Souza Cardozo, je suis le président fondateur d'un groupe, donc le groupe Polaria, qui est constitué de 3 entités. Polaria, qui est dédié à la formation aux technologies d'IA, notamment aux IA génératives, avec tout ce qu'on appelle le prompt et le context engineering. En gros, apprendre à utiliser les intelligences artificielles de manière pertinente, quel que soit le métier. Polaria Tech, qui développe des solutions souveraines, sur mesure pour des organisations publiques. Là, on est partenaire, nous, d'OVH. On va déployer notamment des modèles Mistral. Et on a la chance de travailler pour le ministère de l'Intérieur, l'armée de terre, le CNES, différentes organisations à travers la France. Et enfin, Goria, qui est une entreprise de services numériques dédiée aux technologies d'IA. On aide les sociétés à faire des diagnostics de maturité data IA, savoir où elles en sont, de définir des stratégies et ensuite d'aider à l'implémentation avec l'intégration des solutions d'IA et le développement sur mesure quand il y en a besoin. Ok. Ça fait combien de temps du coup que tu es dedans, que tu touches ? On disait juste avant, avant de cliquer sur Rec, au début les premiers repas de Noël, c'était tu pouvais dire tiens, il y a un peu d'IA et aujourd'hui ça a pas mal changé du coup pour qu'on ait un peu la timeline. Ouais, sur la timeline, écoute, moi j'ai toujours été dans l'univers de la data. Ouais. J'ai toujours considéré qu'il allait se passer un truc au croisement de l'informatique et de la donnée. Donc en gros, depuis ma formation d'école d'ingénieur, ça date maintenant depuis 2006, je suis dans cet environnement-là. Ouais. Et si maintenant je reprends vraiment focus sur les IA conversationnelles et génératives, j'ai vraiment développé mes premières sociétés en 2016, Okay. donc maintenant il y a 10 ans, où on avait cette vision de se dire que les interfaces conversationnelles allaient beaucoup transformer en tout cas la donne. Et d'ailleurs, je complète une chose, parce que c'est important d'ailleurs dans les études qu'on a conduites. On a, à côté en tout cas de nos entités juridiques, créé une chaire de recherche en sciences sociales, anthropologiques et philosophiques qui s'appelle ManageIA. Donc, dont l'objectif est d'étudier l'impact de l'IA sur les organisations et le management. Le but, c'est de mettre la recherche au cœur. C'est un accord partenarial qu'on a entre Polaria, l'ISEN, un ensemble d'écoles d'ingénieurs, et Strat, un ensemble d'écoles de design. Et c'est important d'ailleurs cette dimension-là. Et dans le cadre de ces activités, on étudie de manière prospective l'impact de l'IA dans différents domaines. Et il y a 2 ans, effectivement, l'Ordre des experts comptables de Bretagne nous avait demandé une première étude prospective qu'on avait livrée, qui a posé le socle effectivement de cette deuxième étude dont tu as parlé et qu'on a livrée là, il y a quelques mois et qui, elle, visait à rentrer dans les dimensions, cette fois-ci, opérationnelles. Ouais. Alors du coup, on va ouvrir un peu. Ça donne quoi cette étude ? C'est quoi un peu les chiffres qui t'ont marqué et qu'on peut partager ? Et est-ce que déjà tu as vu une évolution entre les deux études ? Oui, alors on a en tout cas des chiffres qui étaient marquants dans la première étude. Ouais. On en a parlé un petit peu en off tout à l'heure. Il y avait un chiffre qui m'a particulièrement marqué. Il y a 2 ans, 48% des experts comptables pensaient que l'IA n'aurait pas d'impact dans leur métier. Ouais. Je pense que c'était notamment dû au fait que, testant les premiers modèles d'IA, qui sont avant tout des modèles de langage, on pourra revenir sur la dimension tech derrière, elles n'étaient pas bonnes à faire du calcul. D'ailleurs, elles ne le sont toujours pas. Elles se sont améliorées, mais ce n'est pas la vocation de ces systèmes-là.
Ces systèmes sont avant tout des modèles de langage, mais il faut bien comprendre qu'ils vont apprendre à utiliser des outils de calcul, ce qui va leur permettre énormément de capacité, ce qu'on va appeler l'agentification. Et dans le cadre de cette étude, donc on avait ce premier chiffre, 48%, qui effectivement pensaient que l'IA n'aurait pas d'impact dans leur domaine. C'était quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. Je sais que ce chiffre, c'est presque retourné. On n'a pas l'équivalent tout à fait, mais dans la deuxième étude, on sait aujourd'hui que 48% des experts comptables, en tout cas, sont impétents. 1 sur 2 souhaitent absolument aller vers en tout cas l'IA dans leur domaine. Donc ça veut bien dire que de toute façon, il y a eu un retournement, mais c'est valable dans ce domaine-là, c'était valable en tout cas dans tous les domaines. Plus de 70% des collaborateurs dans les cabinets pensent qu'il manque de formation. Et ça, c'est la grande problématique d'une technologie qui est hyper accessible. Tout le monde peut le tester par le langage. Et du coup, on a le sentiment très vite de savoir l'utiliser, mais sans vouloir être vulgaire. Il n'y a rien de pire que le con qui croit savoir. Et même si la technologie paraît accessible, en réalité, il faut apprendre à l'utiliser. Parce qu'il y a vraiment des angles morts. Aujourd'hui, beaucoup des professionnels, et notamment des experts comptables, en fait, n'ont pas tout à fait compris tout le potentiel qu'ils ont entre les mains avec ces outils. Et donc, il y a nécessité de venir effectivement se former. Et en plus, c'est une obligation désormais de l'AI Act au niveau européen, donc le règlement sur l'intelligence artificielle. Donc, il y a cette dimension, cette attente aussi, en tout cas, très forte. Et de manière plus générale, dans les stratégies qu'on a pu observer, en tout cas dans l'enquête, on sent un risque en tout cas de dichotomie entre des gros cabinets qui ont une capacité d'investissement, de fédération très rapide et qui auraient cette capacité à très vite s'emparer de cette vague technologique, et les cabinets indépendants qui peuvent se retrouver un petit peu isolés, ce qui changerait quand même la nature même de la profession qui a toujours vu s'articuler petits cabinets et gros cabinets, même s'il y a des phénomènes de concentration. Eh bien, je pense que ça aussi, c'est en tout cas quelque chose qu'on a retiré de l'enquête, d'essayer de comprendre comment ces dynamiques s'opéraient et comment permettre à chacun, grand groupe, mais aussi petit cabinet, de s'emparer de cette vague à son niveau pour toujours penser sa valeur ajoutée. Tu vois, sur un des points que tu soulevais, c'est-à-dire tout le monde peut l'utiliser, quand j'ai demandé aux membres de la communauté de l'Accounting Business Club, tiens, je reçois Cyril, quelles questions vous aimeriez que je lui pose? Le premier truc qu'ils m'ont dit, c'est « Ok, c'est cool l'IA générative, mais en fait, concrètement, j'arrive pas aujourd'hui à voir, pour certains, est-ce que tu peux lui demander c'est quoi les cas d'usage, tu vois, que ce soit pour les collaborateurs comptables, pour les experts comptables, pour les gestionnaires de paye, consultants RH. J'interromps 10 secondes ton épisode. Si tu transformes ton cabinet, rejoins les 32 experts comptables dans l'Accounting Business Club. On ouvre 50 places, c'est tout. Pour candidater, rendez-vous sur accountingbusinessclub.fr, lien en description, et tout de suite, retour à ton épisode. Alors, le vrai sujet qui rend aujourd'hui opaque l'utilisation de l'IA dans le domaine de l'expertise comptable, c'est que une IA, on va commencer avec les large language models, donc c'est les modèles, les LLM qui sont les larges modèles de langue qui sont juste des générateurs de syllabes. Ce premier modèle qui est apparu, en tout cas pour le grand public avec ChatGPT en fin 2022, ce sont des systèmes donc, qui génèrent effectivement des syllabes. Depuis, on a maintenant ce qu'on appelle les large reasoning models, c'est les modèles thinking qu'on a dans les différentes plateformes, ChatGPT, Gemini, qui préalablement à une réponse génèrent un raisonnement. Ça reste des modèles génératifs. Ces modèles, à la fin, ne sont que des générateurs de syllabes. Ils n'ont aucun intérêt si on ne les interface pas avec de la donnée de qualité. Et donc, la problématique qu'on rencontrait notamment et que rencontrent les experts comptables, mais c'est valable dans plein d'autres professions, notamment réglementées, je pense au juridique, c'est qu'à un moment donné, ils perçoivent, tiens, il y a un outil intéressant en face de moi, mais je ne peux pas en faire grand-chose parce qu'en réalité, il n'a pas accès à ma donnée. Et le sujet de l'expertise comptable, c'est qu'il y a aujourd'hui une dichotomie entre d'un côté ces systèmes d'IA et de l'autre côté leurs données, qui est souvent soit mal organisée, soit dans des systèmes SI qui sont obsolètes, soit qui sont dans des logiciels qui n'ont pas encore intégré l'intelligence artificielle. Et donc, une grande partie, en réalité, des cas d'usage qui vont être naturels dans l'expertise comptable deviennent compliqués à mettre en œuvre parce qu'effectivement, là, on manque de capacité à véritablement venir relier l'IA avec la donnée de qualité. Et j'insiste sur cette dimension, ça sera important tout au long de notre échange, c'est que l'enjeu de notre époque, et pour les experts comptables, c'est pas tant l'intelligence artificielle. J'ai presque envie de dire que l'IA, c'est presque devenu une commodité. Le vrai sujet, c'est la donnée de qualité. Et bien, cependant, une fois que j'ai dit ça, les cas d'usage sont en train de se tracer très concrètement. C'est-à-dire que toute la chaîne comptable, du début à la fin, la capacité de faire l'acquisition effectivement de factures, même si on va en reparler, la facturation électronique est en train de changer la chose là-dedans, mais l'analyse de pièces,
le remplissage de formulaires, soit administratifs, papier, en tout cas numérisé, ou via des interfaces. Tout ça, une IA va être en capacité de venir le faire. Venir capter ces données, les agréger pour produire un pré-bilan comptable, ou pour faire des analyses potentiellement hebdomadaires ou quotidiennes pour le client. Ce sont des choses que l'IA peut faire. Prendre effectivement les données, je ne sais pas moi, d'un commerce et analyser chaque semaine si effectivement il y a potentiellement des pertes dans les ventes qui sont réalisées. Bah ça, c'est quelque chose que l'IA peut faire beaucoup plus rapidement qu'un être humain. Mais il n'y a pas que ça. Bien entendu, il va y avoir derrière la capacité peut-être à faire du conseil au regard de l'actualité géopolitique, intégrer des données macroéconomiques, faire des modélisations et des prédictions. Bah ça, l'IA va être également capable de le faire. Et bien sûr, je passe toutes les dimensions classiques qui sont accompagnement effectivement à la rédaction, tout ce qui va être accompagnement au conseil stratégique. En gros, il faut avoir en tête qu'il n'y a aucune tâche cognitive qu'un expert comptable réalise devant un ordinateur seul. D'accord ? Donc, je fais abstraction de toutes ces tâches qui relèvent de l'interaction humaine. Mais toutes les tâches concrètes qu'un être humain peut réaliser seul devant son ordinateur, eh bien, l'IA aujourd'hui, au moment où on se parle à tout début 2026, on est en janvier, eh bien, désormais, les IA nous ont dépassé sur quasiment, et j'insiste sur le quasiment, tous les benchmarks cognitifs. C'est-à-dire que l'IA est meilleure que nous sur une grande dimension, sur une grande partie en tout cas de ces briques. Donc, toute la chaîne comptable va être impactée. Et à côté de ça, eh bien, on va avoir, alors si maintenant je prends un peu dans les briques, donc ça va être l'intégration, j'ai envie de dire, de ces briques d'IA dans le process comptable. Le deuxième élément, c'est la bureautique augmentée. Bien, au-delà d'utiliser un LLM, effectivement, c'est pas la même chose d'utiliser un LLM que d'avoir par exemple Gemini, pour celles et ceux qui sont sur Google Workspace, Copilot, même s'il n'est pas encore au niveau sur Microsoft Office. Mais en gros, aujourd'hui, si j'ai envie de synthétiser mes mails non lus, de pré-rédiger une réponse à chacun de ces mails en tenant compte de mes bases documentaires, de mes interactions avec les clients, là, ça y est, l'IA est opérationnelle là-dessus. Ouvrir un tableur Excel et pré-analyser les données qu'il y a à l'intérieur, pré-générer automatiquement tous les graphiques d'analyse, l'IA est capable de le faire. Prendre un bilan comptable et le transformer en interface interactive qui me permettra de présenter de manière pédagogique à mon client, en tout cas le bilan comptable, pour venir le faire interagir sur certaines dimensions économiques, en sachant qui il est, et bien ça, l'IA est capable de le faire. Et bien entendu, je passe toute la génération de documents, tout ce qui va relever effectivement de la création d'interfaces, de sites web, ce qu'on a envie. Donc toute la bureautique augmentée est en train aussi de passer en tout cas une étape. Et enfin, le dernier élément, au croisement un petit peu de tout cela, c'est l'ère de l'agentification dans lequel on est en train d'entrer. C'est que 2026 va commencer à marquer en tout cas les premiers cas. Donc qu'on soit clair sur les définitions, jusqu'à présent on était dans l'ère des assistants IA. Système passif, je viens lui poser une question et il répond à ma demande. Ça, c'est les LLM, ce dont tu parles. Les LLM, les LRM. Okay. Et tu peux même avoir ce qu'on appelle les large action models. Pour celles et ceux, je sais pas, qui utilisent ChatGPT. Quand vous cliquez dans le plus en bas, il y a un mode agent qui permet à l'IA d'aller en ligne. C'est important. Faire l'action, réserve mes vacances, etc. Exactement. Il pouvait le faire. Exactement. Il peut venir le faire. Alors imaginons, là, si on revient à l'univers de l'expertise comptable, venir remplir la fiche d'impôt, la fiche de déclaration, telle fiche administrative, l'IA va être capable de le faire. Alors, toujours sous supervision humaine. On insiste sur une dimension, on est sur des IA qui sont statistiques. Donc, il y aura toujours besoin d'une supervision pour une responsabilité humaine de chaque tâche. D'ailleurs, les grandes études, là cette fois-ci globales, et la dernière étude d'Indeed sur le sujet montre qu'il n'y a qu'1% des tâches mondiales qui vont véritablement être automatisées. On est loin de la grande automatisation souhaitée. Par contre, il y a plus de 40% des tâches en moyenne qui vont être hybridées. Et dans l'expertise comptable, on est au-delà des 70%. On est dans les métiers, le top 5 des métiers les plus impactés au monde. Et dans ce monde-là, effectivement, la question, c'est pas l'automatisation, mais plus l'hybridation. Plein de choses vont être opérées par l'IA, mais sous supervision, effectivement, humaine. Et donc, les agents IA, donc maintenant aussi, donc là, il y avait les assistants, système passif. Les agents IA, ce sont des systèmes qui sont capables de prendre des initiatives directement. C'est-à-dire, imaginons que je place un agent IA qui a pour vocation je lui donne la mission, d'ailleurs, et j'ai même plus besoin de le programmer de manière automatisée. C'est-à-dire que je vais lui donner une mission, lui dire, voilà, tu es l'agent IA de mon client, qui a un commerce. Ce commerce œuvre dans tel domaine d'activité. Je souhaite que, tu fasses une veille mondiale sur les matières premières qu'il utilise dans son commerce, sur potentiellement les alertes ou les anticipations qu'il doit avoir. Également, analyser les aspects de météo, par exemple. Je ne sais pas si c'est un restaurant. Suivre également ses bilans chiffrés. Et tu dois être en capacité de venir me suggérer chaque jour des alertes ou des propositions.
en indiquant tout simplement, peut-être que le lundi, je peux écrire au restaurant et dire tiens, on vient de voir, on sait que dans vos stocks, là, vous n'avez plus beaucoup de coca, mais sachez que à la fin de la semaine, il est prévu du beau temps chez vous. Et potentiellement, il va falloir venir acheter, ou en tout cas acheter de nouveaux stocks pour anticiper peut-être ça. Là, l'expert comptable, t'imagines bien la valeur ajoutée supplémentaire qu'il rajoute. Et ça, cette capacité d'analyse globale, l'IA va être en capacité de l'offrir. Et c'est ce qu'on va appeler effectivement les agents IA, c'est ces agents qui sont capables de venir agir de manière autonome selon des objectifs qu'on va venir leur donner. Et c'est ça le moment qu'on est en train de vivre. Mais encore une fois, on ne sortira pas de ce grand sujet qui est de savoir où est votre donnée, comment est structuré votre système d'information, parce qu'après, par-dessus ça, il va falloir qu'on rajoute effectivement ces briques d'intelligence artificielle. Et il faut sortir aujourd'hui d'un point, c'est que l'IA, c'est plus une fonctionnalité, c'est une infrastructure. Et la question, c'est comment je réorganise quasiment mon activité, mon organisation autour de cette infrastructure. Et alors, du coup, comment tu me tends, parce que, en fait, tu vois, un des vrais sujets, tu l'as dit, c'est que la data, les experts comptables sont au cœur des flux, au cœur de la data. C'est souvent des datas qui sont fermées, hein, même si maintenant il y a des éditeurs qui sont un peu plus ouverts, etc. Mais un des points qui revient régulièrement quand j'échange avec des experts sur le sujet ou dans les conférences, c'est la RGPD, l'AI Act. Qu'est-ce que je fais, quoi ? Là-dessus, en tout cas, il faut faire un état des lieux de où vous en êtes. Le deuxième élément, c'est qu'un expert comptable qui ne maîtriserait pas sa donnée, et on sait très bien qu'il y en a certains qui ne le maîtrisent pas, ne sont même pas propriétaires de la donnée de leurs clients, n'a pas en tout cas de perspective d'existence à terme. À un moment donné, il va disparaître. Si vous n'avez pas le pouvoir sur la donnée, vous aurez en tout cas une problématique. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas du tout résolu le problème parce que effectivement, c'est complexe. Donc, je pense qu'il faut avancer effectivement par étapes. Déjà, cartographier effectivement son système d'information, identifier les briques, progiciels, etc. que j'utilise, savoir quel est mon domaine de propriété, des données d'ailleurs que j'ai ou que je donne à l'intérieur de ces systèmes, et quelles sont les feuilles de route technologiques de ces systèmes. Et ensuite, commencer à décider quelles sont les briques qu'il va falloir que je remplace pour aller, vers effectivement plus d'ouverture de mes données, parce que vous devez systématiquement désormais utiliser ou favoriser des progiciels qui sont naturellement ouverts. Donc on dit APIisés, donc c'est les systèmes qui permettent effectivement à d'autres systèmes informatiques de se connecter de manière automatique sur des bases de données ou via des systèmes. Et on va parler de plus en plus des MCP. Je sais que tu l'avais abordé également dans d'autres podcasts. Donc, c'est l'équivalent de l'API, mais pour les intelligences artificielles qui permettent finalement de rendre la donnée disponible pour des intelligences artificielles. Et donc, une fois que j'ai ça, je vais commencer à pouvoir effectivement construire ma feuille de route stratégique. Parce que l'enjeu, on parle tout le temps d'IA, mais l'enjeu, c'est celui de la data. Donc, essayez de vous donner une vision sur votre donnée. Ça veut dire aussi demain avoir une vraie data gouvernance. C'est-à-dire, qui sont vos data stewards, ça veut dire les responsables de la donnée, quelles sont les codifications internes, comment la donnée est organisée, quels sont les process. Et autour de ça, comprendre que votre cabinet doit absolument développer sa culture de la donnée. C'est surprenant de le dire pour des experts comptables, parce que finalement, normalement, ils devraient nativement être des experts de la donnée, mais je pense qu'en réalité, on manque de culture de la donnée. Et il y a énormément de données qui disparaissent dans les cabinets. Je pense à tous ces entretiens qu'il y a entre des experts comptables et leurs clients, où énormément d'informations sont récoltées et ne sont pas captées, alors que ça a une valeur économique qui est ensuite importante en termes notamment de conseils. Et une fois que, en tout cas, j'ai ça, donc j'ai ma vision effectivement sur finalement l'infrastructure ici que je veux mettre en place, ma question ensuite, c'est de me dire comment je dois réorganiser potentiellement mes process autour de ça, quelles sont les nouvelles compétences que je dois mettre en œuvre. On va s'intéresser bien sûr à l'efficience opérationnelle. Le but, c'est comment je fais mieux ce que je fais, comment je produis plus vite les bilans comptables. Comment tu fais le gain de productivité. Exactement. Donc clairement, c'est le premier axe, c'est penser l'efficience. Comment vous améliorez effectivement le traitement des factures, des imprévus, le traitement effectivement des imprévus juridiques, les imprévus concernant les budgets qui ne sont pas votés au niveau national, enfin tous ces éléments-là, comment vous devenez plus résilient grâce finalement à une meilleure organisation de votre donnée au service finalement de vos clients. Mais le deuxième élément, et on en avait parlé un petit peu en off, c'est que aujourd'hui, la plupart des organisations pensent l'efficience opérationnelle. Il y a un rapport du MIT qui est très intéressant. Au niveau mondial, 95% des projets IA échouent. Il n'y a que 5% des projets qui réussissent.
Et souvent, la question, c'est de se dire, mais pourquoi qu'est-ce que font ces 5% qui réussissent? Et notamment, l'un des éléments qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que ceux qui réussissent ne sont pas concentrés uniquement sur l'efficience opérationnelle. Ils sont également en train de réfléchir à quelle valeur ajoutée supplémentaire ils vont venir créer. Et ça, c'est essentiel dans effectivement la réflexion de l'expertise comptable, de l'expert comptable. Quelle sera demain votre valeur ajoutée lorsque des pure players vont arriver et vont offrir aux boîtes? Et là, je parle d'un horizon qui... Moi, je suis peut-être toujours un optimiste d'un point de vue technologique, mais de quelques mois, mais à quelques années, qui vont être capables d'offrir à des plateformes, en tout cas des entreprises, de générer de manière, et avec beaucoup de sécurité, en réalité, leur bilan comptable de manière automatique. Quelle va être la valeur ajoutée, en tout cas de l'expert comptable? Et donc, vous devez commencer à vous préparer à cela, et parce que ce n'est pas un horizon à 10 ans, là. On parle d'un horizon qui est moins de 10 ans. Donc, il faut commencer, en tout cas, à se préparer à ça, et venir, effectivement, identifier des nouvelles opportunités dans vos environnements, être créatif, essayer effectivement de comprendre ça, parce qu'il faut que vous leviez en tout cas le nez des chiffres pour essayer de penser la stratégie de plus long terme. C'est valable bien sûr pour l'expertise comptable, c'est valable dans énormément en tout cas de domaines. Et avec enfin derrière ça un dernier élément, je reviens sur cette question de la structuration des cabinets d'expertise comptable entre effectivement les gros cabinets d'un côté et les indépendants, les gros qui soit sont des gros cabinets qui font parfois partie aussi de gros réseaux, ont plus de capacité de mutualisation, etc., d'accélération. Je pense aux indépendants. Je pense qu'il est essentiel également qu'ils participent en tout cas à des collectifs. Les experts comptables doivent retrouver le pouvoir sur leur infrastructure technologique. Ils doivent pouvoir peser face à des acteurs, et les experts comptables le savent. Ces 2 dernières années, certains acteurs technologiques leur ont imposé des augmentations de tarifs parfois déraisonnables, parce qu'à un moment donné, ils se retrouvaient quasiment en situation de monopole. Et ça, on doit absolument le combattre, parce que si vous ne maîtrisez pas votre donnée, vous disparaîtrez, parce que je suis persuadé que l'expert comptable doit devenir un expert de la data, et beaucoup plus large que celle qu'il opère aujourd'hui. Il doit devenir quasiment un intégrateur global de la donnée chez ses clients. Et s'il n'y a pas le maîtrise de la donnée, alors il ne maîtrisera pas le pipe. Ça, je pense que c'est super important. Tu as dit plein de choses. Je vais essayer de revenir mais juste tant qu'on est sur... Tu me coupes quand je parle trop longtemps. Non, parce que c'est vraiment passionnant, et il y a plein de sujets. Mais je vais juste faire un focus sur le intégrateur de data, parce que tu m'en as parlé en off et je l'avais jamais vu comme ça. C'est quoi pour toi être intégrateur de data? Parce que c'est pas du tout ce qu'on nous apprend dans le cursus. Et pourtant, fondamentalement, moi je pense que tout ce que tu viens de décrire là doit permettre de renforcer le lien humain, parce que même si mon GPTs ou ma Skills de Claude me fait mon bilan et me donne les meilleurs conseils stratégiques dignes d'un consultant du BCG, j'aime toujours quand mon expert comptable, je l'ai au téléphone et il me rassure d'une certaine manière, parce qu'il a X centaines de clients qui sont dans le même sujet. Bref, il a son expérience humaine et j'aime le lien humain. Mais là, pour le coup, intégrateur de data, est-ce que tu peux partager ta vision de ce que c'est? Alors, je vais faire du coup un détour pour répondre bien à ce point-là sur l'intégrateur de data. Je vais revenir sur ce point-là pour revenir d'abord sur ce que tu viens de dire sur le lien humain. C'est essentiel de comprendre une chose, c'est que l'intelligence artificielle est en train de venir capter la valeur des tâches cognitives. Ça, c'est essentiel de l'avoir en tête. En gros, pendant longtemps, notre société a pensé que le QI, le quotient intellectuel, était la seule mesure de l'intelligence humaine et était l'alpha et l'oméga de notre société. Du coup, les gens qui ont plutôt un haut QI sont en haut des structures pyramidales et les autres en bas. L'IA arrive et en fait vient nous expliquer un truc très simple. Elle dit votre croyance elle était un peu bête, parce que en fait le QI, le quotient intellectuel, la cognition humaine, c'est un outil biologique qui est assez récent dans l'histoire humaine. 12-13 000 ans d'après les anthropologues. Donc c'est un outil biologique qui est assez rudimentaire. On a copié les gestes grossiers. Ça a créé la première révolution industrielle. Puis nous, comme on est une espèce innovatrice qui innovant en copiant la nature, on s'est mis à copier le deuxième truc qui était le plus facile à copier, la cognition humaine. Et donc, aujourd'hui, on est en train d'investir ce champ-là, l'IA est en train d'investir ce champ-là, mais il faut que du coup on désomme, c'est que notre valeur effectivement ajoutée humaine, elle est en train de disparaître sur le champ cognitif. Par contre, notre intelligence humaine, contrairement à ce que nous dit la Silicon Valley, n'est pas devenue obsolète. Si on sort de la dimension QI, notre intelligence humaine, elle est beaucoup plus large. Elle est celle de notre corps, des métiers manuels, jusqu'à la perception sensorielle du monde, à celle qu'on utilise là, dans notre interaction. Notre intelligence humaine, notre interaction, 2/3 de tes neurones comme moi, sont là existent pour être en interaction avec les autres. On est plus des êtres d'intelligence collective
que des êtres d'intelligence individuelle. Et en fait, le QI est en train, en fait, effectivement, de réduire, en tout cas, sa valeur économique et sociale. Par contre, ces autres dimensions humaines, relationnelles, eh bien, le champ économique est en train de se déplacer vers ça. Donc, quand je prends maintenant un expert comptable, effectivement, si un expert comptable m'explique que son travail, c'est de faire des bilans comptables, je tiens à lui dire là, au micro, aujourd'hui, que son métier va disparaître. Par contre, si l'expert comptable me dit que son travail, c'est d'être là quand, effectivement, le chef d'entreprise, le patron, a besoin d'aide à un moment donné, parce qu'il a besoin soit de prendre du recul, soit d'être accompagné stratégiquement, soit parce qu'il y a des choix à faire. Ah oui, on peut avoir des événements difficiles, des séparations d'associés, des séparations de couples, on a besoin de penser sa transmission d'entreprise. Tous ces moments qui sont très humains, eh bien effectivement, si j'investis ce champ-là pour apporter le conseil ajusté, informer de la meilleure des manières possibles, en utilisant ensuite l'IA, alors l'expert comptable a énormément de valeur ajoutée. Et là, je fais partie, comme toi, de celles et ceux qui pourtant, je suis dans l'univers de l'intelligence artificielle. Et pourtant, une fois par an, je vais voir mon expert comptable. J'adore parce qu'on fait le bilan le matin. Et à midi, on va déjeuner ensemble. Et c'est un moment qui est important pour moi, en tant que chef d'entreprise. Parce que, effectivement, c'est un moment où je fais un bilan. D'ailleurs, j'aimerais que ça soit plus régulier. Et c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Pourquoi une fois par an, alors qu'en réalité, s'il est bien augmenté, ça pourrait être en fonction de tes besoins, par trimestre, par mois. Exactement. Et ta collaboratrice, elle pourrait t'appeler par semaine si c'est dans ton envie, quoi. Tout à fait. Eh bien, c'est exactement ça. Utilisons l'IA pour libérer de la charge cognitive, pour le réinvestir là où il y aura de la valeur, dans l'interaction humaine. Et donc, ça m'amène à un autre élément, à cette fameuse question de l'intégrateur. Pourquoi je pense que les cabinets d'expertise comptable doivent devenir des intégrateurs de la donnée ? C'est parce que ce conseil humain, cette interaction qu'on va avoir ensemble sera d'autant plus pertinent, d'autant plus augmenté si l'expert comptable a une vision à 360 et la plus large possible sur finalement ma donnée globale, sur toutes les données notamment financières. Et ça peut exister uniquement si effectivement l'expert comptable se mue vers un métier d'intégrateur de la donnée. Bien sûr, ils ne vont pas devenir des développeurs technologiques, mais potentiellement des intégrateurs de solutions. Parce que si demain un business arrive et que je suis, moi, expert comptable, en capacité d'offrir une solution clé en main avec qui il faut pour ensuite venir intégrer de manière opérationnelle les solutions de paiement, les solutions de remontée de données, l'organisation de la donnée, les déclarations fiscales, puis mettre en place les interfaces qu'il faut pour peut-être faire effectivement des remontées et des bilans, non pas une fois par an, mais une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour, et avec une capacité à utiliser l'IA pour faire aussi des analyses prospectives, alors mon conseil, là cette fois-ci, il est augmenté. Et donc oui, je crois beaucoup en cette dimension qui est que l'expertise comptable, en tout cas une partie de l'expertise comptable, va se muer en intégrateur de la donnée. Oui, ça nécessite de repenser une partie des métiers, une partie en tout cas des fonctions support qui vont servir, parce que demain il va falloir imaginer que les cabinets d'expertise ont des expertises techniques pour venir installer effectivement, ou des opérateurs ou des partenaires pour installer, et bien sûr Internet, les interfaces effectivement de paiement. Donc on voit bien qu'il y a plein de dimensions et de stratégies d'entreprise à opérer. Mais c'est à mon avis l'axe de création de valeur, parce que si je suis le capteur de cette donnée de manière large, soit en solo, soit de manière partenariale, alors je serai ensuite en capacité de m'appuyer et sur l'intelligence artificielle et sur toutes ces données complètes que j'aurai à disposition pour fournir dans l'interaction humaine le maximum en tout cas de valeur ajoutée. Donc je pense que vraiment il y a un changement de paradigme dans l'expertise comptable, et ça en tout cas ça représente bien en tout cas une des idées de transformation qui est en train de s'opérer. Sachant que pour le job d'intégrateur, en fait, en t'écoutant, ça me... Tu sais, un intégrateur, c'était à l'époque à l'époque, c'est toujours le cas, hein, mais tu prends une boîte qui devait mettre en place un CRM et elle prenait un intégrateur Salesforce et on se disait c'est réservé aux grosses boîtes, c'est réservé aux grosses boîtes. En réalité, intégrateur des flux de ton entreprise, si je reprends l'exemple dont tu parlais en off, intégrateur des flux d'une boulangerie, ton client, il vient, il veut monter une boulangerie mais ça peut marcher pour les créateurs, comme là, en pleine transition de la facture électronique, c'est le meilleur moment aussi pour le faire, quoi, parce que bien sûr. Ton client, il va devoir, celui qui n'a pas encore les outils il va devoir changer son organisation comptable et financière. Et donc, c'est dans ce moment où on peut prendre le rôle d'intégrateur. Mais on le sait bien, ouais. Tous les patrons, tous les chefs d'entreprise sont en train de péter un câble en France. Ouais. Trop d'administratifs, trop de données à remonter, tout est complexe, tout est morcelé. C'est le moment de venir saisir ça. Parce que, effectivement, j'estime que l'expert comptable est l'expert de l'intelligence économique de la boîte. Et si c'est le cas,
alors il doit être aussi du coup finalement celui qui maîtrise le mieux finalement ces données. Alors encore une fois, seul, partenarial, il n'y a pas de format là-dessus, mais à un moment donné, il va falloir être en capacité de contrôle et de venir offrir des solutions clés en main pour dire au client, concentre-toi sur ton business, nous on va s'occuper en tout cas du reste. Ouais. Tout le monde veut ça. Tout le monde veut ça. Et donc, on voit bien que là, il y a vraiment, en tout cas, une perspective. Je mesure en disant ça à quel point ça peut être perturbant. Parce qu'effectivement, on a fait un diplôme dans un domaine, on a appris des compétences sur certains sujets qui sont importantes, qui restent importantes, mais elles représentent peut-être plus tout à fait le cœur de la valeur économique. Je rassure les experts comptables, c'est valable dans énormément de domaines d'activité. Tout à l'heure, je te parlais de l'impact de l'IA sur les métiers cognitifs. Ouais. Quand on fait les classements des métiers les plus impactés aux métiers les moins impactés, apparaît ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec. En gros, dans ces classements-là, du plus impacté au moins impacté, apparaît tout en haut, en numéro 1, le métier le plus impacté qui va être hybridé à 81%, automatisé à plus de 6%, c'est le métier de développeur informatique. Okay. Et dans le top 5 se trouvent effectivement les comptables, sur plus de 100 métiers impactés. Tout en bas de la chaîne, l'assistance à l'enfance et le métier le moins impacté par l'IA. Et dans ce classement, on constate quelque chose de très simple qu'on appelle le paradoxe de Moravec. En haut, les métiers les plus impactés sont les métiers intellectuels. En bas, les métiers de relations humaines et les métiers manuels. Et donc, effectivement, la question, c'est maintenant, au regard de cela, en tant qu'expert comptable, en comprenant cette dimension-là, comment je comprends ce qui est en train de se réduire en termes de valeur ajoutée et qu'est-ce qui, finalement, va reprendre finalement de la place. Et effectivement, l'axe essentiel, et là je pense que là c'est en stratégie d'entreprise qui est très important, c'est de ne pas rentrer dans une guerre des prix. Je pense que l'erreur, ça serait de vouloir faire autant avec moins cher. Il faut investir, il faut faire de la qualité avant le prix. Et donc c'est quoi la qualité supplémentaire que vous allez créer ? Ça veut dire qu'il faut repenser le modèle économique et ne pas redistribuer les gains de productivité. Bon, je ne dis pas que tous les experts comptables le feraient, mais j'étais dans une conférence la semaine dernière, justement, où quelqu'un m'a dit si, on a gagné du temps, on facturait au temps passé, du coup, on a réduit la facture. J'ai des doutes. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est maintenant, tu passes en mode entreprise dans lequel il y a des évolutions, il y a des transformations, et tu dois avoir donc de l'investissement en R&D d'une certaine manière et en marketing de l'offre pour te transformer et changer ton service, quoi. Exactement. Ouais. En fait, il y a quelques années, il y a le Harvard Business Review qui a repartagé une étude qui avait été produite par des chercheurs qui avaient réalisé une grande étude sur quels étaient les déterminants des entreprises qui réussissaient à long terme. Quels étaient vraiment, donc ils ont analysé toutes les données d'entreprises disponibles au niveau mondial, aux États-Unis, en Europe, et ils avaient tiré 3 règles de ça, qui étaient que le premier, il fallait les entreprises qui réussissent sur le long terme travaillent sur la qualité avant le prix, et ensuite travaille sur le chiffre d'affaires avant la marge. Et la troisième règle, c'est qu'il n'y avait pas de troisième règle. Okay. Et donc, quand tu prends cette considération-là, à un moment où l'expertise comptable d'un coup découvre qu'il va falloir qu'elle retravaille sa stratégie d'entreprise, comme tout secteur, eh bien, effectivement, il y a cette idée de se dire, oui, la valeur ajoutée du bilan comptable en soi, elle va aller en décroissance. Mais si vous vous contentez de rentrer dans cette guerre des prix, alors vous n'avez aucun avenir, sauf à vouloir être le Lidl ou le discounter effectivement de l'IA, mais là autant vous dire qu'il va y avoir beaucoup d'acteurs et qu'un marché qui vise à la décroissance, enfin en tout cas vise à la baisse, va continuer en tout cas la baisse. Les acteurs qui vont ressortir sont ceux qui vont effectivement être capables de penser avant tout la qualité. Alors bien sûr, la qualité au juste prix, mais quelle qualité ? Quel est le besoin client ? Quelle est la valeur que tu viens délivrer pour ton client, quoi. Exactement. Merci Cyril pour cette pub de Booster Digital. Non, parce que depuis 7 ans, on l'a fait pour plus de 65 cabinets. Voilà, c'était la première page de pub. J'étais là pour ça. Et merci beaucoup. Non, mais tu vois, enfin si c'est vrai, mais tout à l'heure, je reviens sur un autre truc que tu as dit tout à l'heure et qui fait le pont avec cette nécessité de changer en fait la stratégie et de fixer un cap, c'est que tu vois, toi, des outils qui... peuvent arriver et peuvent proposer tout ça en automatique, quoi. La mission, je vais pas dire la mission comptable parce qu'on va dire que la mission comptable, quoique, en fait, il y a eu l'arrêté Indy qui a dit qu'ils pouvaient faire la mise à jour, donc c'est déjà passé. C'est vrai que tu me diras si Indy l'a fait, ça veut dire que toi, dans ta vision, quand tu vois comment tous les modèles se développent, d'ici 2 ans, potentiellement, 2028, il y aura la facture électronique qui sera déjà en place. Pourquoi pas, quoi. C'est un truc que tu peux imaginer dans ce que tu peux voir. Exactement. Alors,
la réalité, c'est quoi? C'est qu'on a beaucoup étudié, en tout cas, les progiciels. Tous les progiciels sont en train de définir effectivement leur feuille de route stratégique. Donc, il y a des choses qui s'intègrent par là. Encore une fois, ce qui freine aujourd'hui le déploiement de l'IA, c'est plus les infrastructures SI et les modifications, changements, décisions humaines qu'il faut opérer que la technologie. Nous, ce qu'on voit en parallèle, c'est que la technologie est prête. Elle sait entièrement, en partant de zéro, si tu lui donnes accès à toutes les données, abstraction faite des données, justement des dimensions du RGPD, mais qui sont importantes. Mais si je pense juste à la faisabilité tech, la faisabilité tech d'automatiser un bilan comptable, ça existe. C'est prêt. Donc, la question maintenant, c'est de l'intégrer en réalité dans le monde réel. Mais on voit bien que d'un coup, si je me dis, ah ouais, la faisabilité technologique, elle existe, le risque, c'est quoi? C'est que si les acteurs actuels ne se transforment pas, alors le risque, effectivement, c'est que je laisse de l'espace pour la disruption de nouveaux acteurs qui vont potentiellement, effectivement, entrer. Le deuxième élément, c'est que l'IA, par principe, est un domaine de data et de données. Et ce qu'il faut avoir, un principe assez simple, c'est qu'à chaque fois que la donnée se structure quelque part, l'IA accélère. Et donc, on va avoir un cas d'école intéressant, parce que sache que c'est quelque chose qui est observé par les autres secteurs économiques, qui nous interrogent d'ailleurs sur ça. Tout le monde est en train d'observer ce qui va se passer avec la facturation électronique. Ah ouais. Parce que quand la facturation électronique arrive, voilà un domaine global qui a plus ou moins besoin de se transformer, en tout cas plus ou moins de mal à se transformer. Voilà un domaine où la donnée là va se structurer à vitesse grand V. Quand sur cette donnée structurée, je vais placer de l'IA, qui pense qu'il ne va pas y avoir une accélération globale? Et donc la question, c'est effectivement qu'est-ce que je vais pouvoir, en tout cas, du coup, créer comme valeur supplémentaire? Parce que de fait, maintenant, désormais, réglementairement, on va avoir ça. Et oui, toutes les plateformes vont, à un moment donné, en tout cas, trouver des espaces. Oui, il y aura des espaces d'ubérisation et des moments d'ubérisation dans ce domaine. Et la grande question, et c'était le fruit d'ailleurs de la première étude de Managia, c'était quel scénario prospectif potentiellement on imaginait. Parmi eux, il y en avait plein. Il y avait effectivement ce qu'on appelait le backlash technologique, avec un mouvement des experts comptables qui voulaient revenir un peu en arrière pour essayer de résister. On montrait que ce scénario, il peut pouvoir exister transitoirement, mais il aura du mal à supporter en tout cas la vague. Le deuxième, c'était le fait qu'à un moment donné, il y ait des concentrations de gros acteurs contre effectivement les petits. Et il y en avait un autre parmi les 9 qui ont été posés, qui était l'arrivée des gros acteurs. Parce qu'à un moment donné, si je m'appelle Apple et avec l'Apple Pay ou Google, et qu'à un moment donné, je m'intéresse à ce domaine, eh bien, est-ce qu'à un moment donné, je ne peux pas me dire, tiens, en fait, je peux avoir des IA qui comprennent bien le système comptable français et qui peut produire automatiquement des bilans comptables. Est-ce que ce n'est pas une offre que je peux faire? D'ailleurs, que je peux même mettre à disposition gratuitement à mes clients, parce qu'en fait, derrière, ils utiliseraient mes interfaces de paiement. Je vais capter les flux et c'est ça le business. Exactement, et j'aurai la donnée qu'ils ont fait à plein d'endroits, dans plein d'autres endroits. Ou le deuxième élément, et là, les experts comptables ne seront pas surpris, on a effectivement des gros acteurs, notamment bancaires, ils le savent, qui sont en train effectivement de se poser des questions là-dessus. Ouais, c'est plus ça la guerre qui est en train d'arriver aujourd'hui sur le secteur, sur 2026. Ah, mais clairement. Clairement, c'est ça, quoi. C'est de dire les banques, les banques sont en train de créer leur plateforme, leur PA, pour capter les flux. Et donc après, mais est-ce qu'elles ont, tu vois, ce que tout le monde dit, c'est est-ce qu'elles ont les moyens de faire un bon produit qui tourne bien avec l'IA dedans Alors juste là-dessus, qu'on soit au clair sur cette dimension. J'inviterai chacun à utiliser des IA en ligne. J'inviterai par exemple, alors j'en fais là, je vais le dire comme ça, juste pour aller l'expérimenter. C'est une entreprise qui était chinoise, qui est maintenant américaine, rachetée par Meta. Manus. Qui s'appelle Manus, exactement. Pas pour en faire la promotion. Moi, j'aime beaucoup, mais parce qu'il permet de bien comprendre ce qui est en train de se passer. Si jamais les gens n'ont pas testé, allez sur Manus. Créez-vous un compte gratuit, vous avez droit à quelques crédits. Et demandez-lui de vous générer un site web ou une interface liée, je sais pas moi, à ce que vous voulez. En tout cas, posez-lui une question et demandez-lui de vous développer l'interface. Et vous allez voir en quelques minutes, l'IA non seulement vous développer l'interface et vous la mettre en ligne. Le code développé par IA, c'est quelque chose qui est en train de s'accélérer. Et j'insiste sur un point, tout à l'heure, je vous l'ai dit, parmi les experts, au-dessus des experts comptables, les gens les plus impactés, ce sont les développeurs informatiques. 81% de leurs tâches qui vont être hybridées. Oui, le code généré par IA est en train d'accélérer. Ça a un impact énorme, les experts comptables doivent l'avoir, parce que souvent, quand on se regarde, on se plaint, quand on se compare, on se réconforte. Et ça a une réalité dans l'univers numérique et digital dans lequel moi j'existe, c'est que la valeur d'une code base, d'un développement, est en train de se réduire drastiquement.
Parce qu'en réalité, en quelques jours de travail, je suis capable, des fois, en repartant de zéro, de recréer des systèmes complets. Donc, que les experts comptables n'aient aucun doute sur le sujet. Il n'y a aucune raison que des banques ou des grands acteurs ne soient pas en capacité de produire ces systèmes. Et donc, encore une fois, la question c'est comment je ne reste pas passif par rapport à ça. Je crois beaucoup moins en la dimension de fédération, la dimension en tout cas d'association, la dimension de la capacité de venir imposer certains standards ouverts. Parce qu'effectivement, si demain, les experts comptables œuvrent au déploiement en tout cas de standards pour leur métier qui soient open source notamment, on s'assure d'une chose, c'est que du coup, chaque cabinet déjà va pouvoir potentiellement utiliser ces standards pour développer après ses propres solutions, s'assurer également qu'on n'a pas des gros acteurs qui vont du coup s'emparer effectivement d'un domaine, mais j'invite tous les experts comptables à déjà se poser la question des acteurs entre lesquels ils se sont remis déjà à présent. Et là, comme maintenant ça devient très sensible, le numérique n'est plus quelque chose de périphérique ou en bout de chaîne, ça devient le cœur du système, il faut reprendre le pouvoir. Et je crois beaucoup moins en la puissance de l'open source, des standards ouverts, la portabilité des données, pour faire en sorte à un moment donné qu'effectivement on impose aux acteurs cette capacité en tout cas de concurrence. Et là, je crois qu'on créera des écosystèmes en tout cas innovants où l'expert comptable va être en capacité par l'intermédiaire notamment de partenariats avec certaines boîtes, des intégrateurs, des gens au niveau local, des experts technologiques internes, de venir proposer des solutions complètes et résilientes, en tout cas à leurs acteurs, et d'ajouter par-dessus toutes ces offres de services qu'on a un petit peu tracées, mais aussi surtout toutes celles qui restent à imaginer. Tu penses vraiment que les experts comptables peuvent faire le poids face à la puissance des éditeurs? Et tu vois, tu parlais en l'occurrence des big tech, je n'avais même pas imaginé potentiellement. Je réfléchis, je vois pas mal ce qui se passe aux US. C'est vrai qu'aux US, il y a des nouveaux acteurs. Tu vois, tu as Intuit, donc l'équivalent de QuickBooks, qui est un mastodon qui a intégré la partie IA et qui vend maintenant directement au client final, à l'entrepreneur. Il y a pas mal de nouveaux outils qui sont en train de sortir, qui sont en train de rabattre les cartes, un peu comme Penny Lane l'a fait il y a 5 ans quand ils sont rentrés sur le marché. Ils bossent main dans la main avec les experts comptables, mais tu vois la puissance quand même monter de ces outils, qui s'adressent direct au client final. Bien sûr, et là il y a un vrai sujet, encore une fois, qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est que la notion même de la valeur du bilan comptable va être décroissante. C'est une commodité, Ça va devenir une commodité, une facilité, quelque chose de hyper simple en tout cas. Donc je dois anticiper en réalité cette dimension-là. Et encore une fois, c'est comment, du coup, je surfe ça, en comprenant ça, et comment je vais venir, moi, y créer par-dessus une valeur ajoutée, et comment, effectivement, au niveau de la profession, on est capable, effectivement, d'imposer, en tout cas, des standards ouverts, parce que, effectivement, est-ce qu'on a envie que l'expertise comptable des boîtes françaises se retrouve entre les mains d'Américains? Je crois qu'on a déjà mis suffisamment de choses entre les mains des Américains. Je pense souvent à nos boîtes mail. Si on coupe, si Donald Trump, avant d'envahir le Groenland, on décide de couper Outlook et Gmail, 95% des Français n'ont plus de mail. Donc on a quand même un petit sujet là. Et tu vois, tu soulevais sur Manus, qui en fait était chinois, puis ils sont partis à Singapour juste avant de faire la levée de fonds, et puis en fait ils se sont vendus à Meta. On est au milieu, et ça rejoint le sujet RGPD, c'est pour ça que je veux juste en savoir, on est au milieu quand même d'une guerre technologique, où on est on n'est pas au milieu, c'est ça, on est en plein dedans. Nous on est en plein dedans. Et actuellement on est l'agneau au milieu des loups. Et tu vois, c'est ça. Et comment les experts comptables peuvent faire face à ça? Tes partenaires justement de Mistral, est-ce que ça veut dire qu'il faut que on installe des serveurs chez nous et on les set up avec nos données et on fait tourner Mistral dessus? Comment tu vois au milieu de ce contexte géopolitique qui est on ne peut plus tendu? En tout cas là-dessus, clairement, il va falloir qu'on favorise en tout cas la création d'écosystèmes, en tout cas français et européens technologiques, qui vont nous permettre en tout cas de travailler notre résilience, favoriser l'open source, le français ou l'européen. Effectivement, la question c'est plus est-ce que je dois absolument posséder mes données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis effaré de voir le nombre de boîtes qui ont leurs serveurs chez eux. C'est pas des boîtes tech, ils administrent des serveurs. Moi, je suis une boîte tech, j'ai aucun serveur. Oui, voilà, c'est ça. Je me verrai pas un jour administrer mes propres serveurs. Par contre, on est partenaire, effectivement. Je pense notamment d'OVH, mais pas que, avec qui on travaille, des acteurs français, européens. Travailler la souveraineté technologique en étant cependant dans le cloud, en bénéficiant de toute la puissance de ces écosystèmes, en pouvant de manière automatique y connecter par exemple, effectivement y placer des modèles Mistral ou autres, en tout cas open source aussi, parce qu'on n'est pas forcément, l'open source ça peut être de n'importe quelle nationalité,
l'open source, pour rappel, c'est ces technologies, toutes ces briques technologiques que je peux extraire du monde finalement physique pour venir les placer à des endroits de manière sécurisée, déconnectés du reste du monde, et donc d'opérer mes données de manière sécurisée, eh bien, on doit œuvrer effectivement à ça. C'est un sujet pour l'expert comptable, c'est un sujet pour la profession, c'est un sujet pour le tissu économique français, européen, et donc c'est aussi un sujet finalement derrière politique. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, je parle de Manus, c'est pour vous montrer effectivement l'état de l'art, mais on doit commencer à travailler également notre résilience technologique. Et donc, il faut effectivement avoir un regard là-dessus. J'avais publié il y a quelque temps une tribune dans le journal L'Opinion avec un chercheur de l'IMT sur ce point qui est que dans les années 70, on a tenu personne responsable du fait d'avoir choisi des technologies d'IBM. Dans les années 80, d'avoir choisi les technologies de Microsoft, et dans les années 2000, d'avoir choisi les technologies de Google. Sauf qu'entre-temps, la France et l'Europe a pourtant construit sa dépendance technologique, au point de presque devenir une colonie numérique. Et donc, au moment où on est là, bah oui, au moment où on voit bien qu'il y a une transformation majeure, alors il faut absolument se poser la question de comment on crée des écosystèmes qui soient ouverts, résilients, qui ont cette capacité de respecter notre souveraineté technologique, parce que là, on parle quand même de l'activité ou de l'évaluation économique de toutes les entreprises françaises. Et j'insiste un peu là-dessus, pour celles et ceux qui pensent que c'est infaisable. Il y a un domaine dans l'univers tech qui fonctionne uniquement sur l'open source. En gros, l'infrastructure qui aujourd'hui fait tourner les serveurs, donc c'est les surcouches logicielles qui font tourner les serveurs à travers le monde, eh bien, ne tournent que grâce à des technologies open source, quasiment désormais à 100%. Donc voilà un écosystème, une couche logicielle qui a réussi à sortir des modèles propriétaires et qui a favorisé effectivement l'open source, parce que l'open source, l'avantage, c'est quoi? C'est de se dire, si je ne peux pas être le leader dans un domaine, alors je vais favoriser les technologies mises entre les mains de tout le monde pour casser la valeur économique. Et on doit œuvrer à ça. Mais est-ce que c'est pas possible dans le cas que tu as donné, parce que c'est donc la technologie open source, c'est quelque chose de développeur, et du coup la couche dont tu viens de parler, c'est quelque chose de développeur, tu vois, c'est-à-dire que le capitalisme marchand pur et dur, tu vois, l'éditeur de logiciel qui prend une technologie open source, qui y rajoute un peu de fonctionnalité et beaucoup de marketing, qui va parler à l'utilisateur final, c'est ça aujourd'hui le monde dans lequel on vit, quoi. Oui, alors effectivement, on est en tout cas là-dedans. Mais la question, c'est comment à un moment donné, je crée effectivement ces écosystèmes qui ont un intérêt à vivre économiquement. Ouais, il faut se bouger, quoi. Bah oui, parce que oui, on dit l'open source, ça ne veut pas dire le gratuit. Parce qu'à un moment donné, l'open source, il faut y investir des moyens, il faut venir l'exploiter, il faut venir le faire vivre, le standard. Et pourquoi les gens vont le faire? Parce qu'ils y auront intérêt économiquement. Si à un moment donné, eh bien, effectivement, les experts comptables se retrouvent autour de standards, d'accord, que ce soit dans la structuration de la donnée, dans les bases de données, dans les agents IA qui vont venir les traiter, dans certaines briques technologiques qu'on va utiliser dans le processus comptable, donc à différents endroits. Eh bien, pourquoi ils vont faire vivre ces standards? Parce qu'ils savent que derrière, ils peuvent y accéder gratuitement et en plus venir ensuite les intégrer dans des solutions qui vont être le support de leur propre offre économique. Donc encore une fois, l'open source, ça ne veut pas dire le gratuit. Okay. Par contre, c'est une vraie stratégie de se dire qu'il faut venir casser la valeur économique pour empêcher justement la création de concentration, parce que c'est le propre du numérique et du digital, les effets réseau. À un moment donné, le plus gros emporte tout. Je vois que le temps tourne, j'ai encore plein de sujets. J'aimerais juste avoir, tu vois, ton retour. On est en 2026, on est expert comptable, on a la facture électronique qui arrive au 1er septembre. J'ai l'IA qui arrive de partout. Je me suis acculturé l'an dernier, donc ça y est, je comprends comment ça fonctionne. Comment je m'assure d'avoir mis en place, tu vois, c'est quoi mon plan d'action que je dois mettre en place pour intégrer l'IA cette année? Moi, alors, là-dessus, je pense que même s'il y a des choses qui seraient mutualisables, je pense que chaque cabinet, en tout cas, doit faire, en tout cas, son diag data IA, mais en gros, c'est se réunir. Alors, bien sûr, ça peut être accompagné par l'extérieur ou le faire en interne pour identifier où on en est de l'organisation de notre donnée, où se trouvent nos données, ou comment on est organisé, et quels sont les cas d'usage concrets qu'on a envie de mettre en œuvre. Soit de manière autonome par certains modèles, soit grâce à la bureautique augmentée, soit par l'intégration de l'IA dans mes progiciels, d'accord, suivant les feuilles de route, tout ce qui est en train d'arriver, en se disant de manière très concrète comment, au sein du cabinet, on est en train de placer l'IA au service du cas d'usage concret. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux que de rentrer par cela avec une dimension, c'est que, une fois que j'ai identifié mes cas d'usage, je dois absolument mettre en œuvre, en tout cas des mécaniques, ce que nous on appelle de club IA, soit interne, soit inter-cabinet,
où les personnes viennent partager leur cas d'usage IA. Il faut qu'on crée des espaces d'apprentissage entre pairs dans le domaine. Et l'élément essentiel, c'est de remettre concrètement l'IA, en tout cas de ne pas en faire une injonction. C'est ça l'erreur peut-être, tu sais, forcément, là, de notre échange. D'un coup, les gens se disent, tiens, il faut que je fasse de l'IA, il faut que je fasse de l'IA. Non, on ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA, parce que les experts comptables ne seront pas des experts de l'intelligence artificielle. Ils seront des utilisateurs de l'IA et ils doivent le faire au service de cas d'usage. Et je crois beaucoup à la vertu du petit pas et à cette capacité de dire, OK, tiens, j'ai un cas d'usage concret qui peut me faire gagner du temps, je me concentre sur lui, je le ponce, je le mets en œuvre, et une fois que je l'ai fait, alors je trade le suivant. Et en cours de route, j'ai appris en plus plein de choses, ce qui me favorise ensuite l'apprentissage. Et à un moment donné, je vais rencontrer des difficultés et me dire, tiens, ce cas d'usage était super pertinent, ou ça y est, on m'a parlé de tel agent, j'ai envie de le mettre en œuvre, mais je m'aperçois que la base de données que j'ai envie d'utiliser, elle n'est pas ouverte. Ou alors que cet outil, tiens, il est pas souverain, donc ça aura un problème de RGPD. Donc il faut que je trouve une alternative. Et en même temps qu'ils vont avancer, ils vont aussi mieux appréhender le sujet, développer en tout cas leur culture. Donc vraiment, une fois qu'on a passé le stade de l'acculturation, il faut effectivement continuer à se former, parce que ça c'est essentiel. Ça, c'est indispensable. Mais je pense que là maintenant, il faut être sur cartographie de mon SI, identification des cas d'usage, mise en mouvement concrète, un à un sur chacun des cas d'usage pour avancer par petits pas. Il est urgent de s'en emparer et il est urgent de ne pas se précipiter. Et l'échange entre pairs, tu m'as fait ma deuxième pub pour l'Accounting Business Club, le club des experts comptables qui réussissent la transformation. Et du coup, non, mais justement, on a un canal qui est dédié à l'IA et dans lequel, en fait, je partage et tout le monde se partage un peu les cas d'usage. Tu vois, pour le coup, chez Booster Digital, ça nous a tellement transformé organisationnellement parlant, et augmenté. Parce que là, tu disais, et tu l'as dit un moment tout à l'heure, il y a le gain de productivité. Et puis, tu as aussi le côté, donc l'avantage, c'est que ça va t'apporter un ROI direct, comme ça au moins t'es carré. Ou ça empêche que ton ROI s'effondre. J'insiste là-dessus, sur ce point-là, parce que les experts comptables n'ont pas encore beaucoup vu, mais nous, par exemple, les cabinets en tout cas de com et de marketing, par exemple, il n'y a pas très longtemps, en décembre dernier, j'ai le patron d'un cabinet de com qui vient me voir à l'issue d'une formation, d'une conférence, et il dit, ouais Cyril, ça fait 2 ans que je te suis, nous, il y a 2 ans, on a commencé à intégrer très vite tout ce que tu montrais, etc. Mais je m'aperçois aujourd'hui que on n'a pas fait de gain. Et je lui dis, ouais, parce que toi, dans ton domaine, tout le monde fait la même chose. En fait, le problème, c'est que tout le monde va personne aujourd'hui, aucun expert comptable dit mon cabinet, c'est le meilleur parce que j'utilise mieux Excel. Ok. À moins que s'il y a un cabinet qui dit ça va être chaud. La promesse est incroyable. La promesse est incroyable. Donc, c'est un peu compliqué. Mais en fait, il faut bien retenir que dans 3 ans, personne ne dira nous, notre cabinet, on est meilleur parce qu'on utilise mieux ChatGPT. C'est pas là que ça va se passer. Ça va se passer parce que nous, on est meilleur parce que nos IA sont interfacées avec de la donnée meilleure qualité au service d'une offre de service plus large et à plus haute valeur ajoutée. Du coup, ça m'a amené sur le deuxième point qui est en fait l'IA vient t'augmenter. Et ça, faut bien aussi dans ta cartographie, oui, tu vas commencer par là où tu vas faire des gains de productivité, mais aussi réfléchis, garde cet esprit ouvert pour te dire, attends, mais là, concrètement, mon conseil, il peut s'augmenter. Je peux prendre t'as dit un truc qui était très juste, c'est pour ça que je me permets de revenir dessus tout à l'heure, qui est tous les rendez-vous, tous les points de contact que tu vas avoir avec ton client, qui est de la donnée aujourd'hui qui part en l'air. Si tu mets un note-taker qui enregistre, il en existe plein, donc on va pas tous les citer ici, mais qui enregistre tous tes rendez-vous et qu'après tu puisses les passer dans, mettons, un notebook LM si tu as l'abonnement Google Workspace, etc., tu récupères une donnée sur laquelle tu peux travailler qui est incroyable, quoi. Et là, tu es en train d'enclencher une boucle qui est hyper importante dans nos systèmes. Donc, un des éléments qui va être très important, c'est comment l'IA, notamment lorsqu'on va parler d'IA agentique, des agents IA, comment on va créer des systèmes qui sont capables de s'améliorer de manière continue, notamment d'alimenter leur contexte. En gros, une IA agentique, c'est de la mémoire, donc capacité à se souvenir de ce qui s'est passé, avec notamment une journalisation des événements. Un contexte, c'est comprendre le contexte global, parce que le contexte du cabinet ou du client, il évolue, ou de la tâche que je dois réaliser. Avoir accès également à des outils, capacité à venir faire des calculs ou autres. Bien sûr, l'accès à un modèle d'IA et même à des sous-agents qui permettent parce qu'un agent pourra orchestrer d'autres agents. Donc ça, c'est l'architecture, en tout cas, agentique. Et donc, effectivement, le moment où l'IA s'accélère, c'est quand, je comprends que quand la donnée se structure, eh bien mon IA devient plus pertinente. Bon, là, il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans l'univers de l'expertise comptable, et on parlait notamment de la facturation électronique. Mais là où, d'un coup, tout ça devient très puissant, c'est quand l'IA elle-même devient la structurante dans l'organisation même de la donnée. Et là, tu parles effectivement des note-takers. C'est un exemple parmi d'autres. Mais là, c'est plus du tout la même chose. Parce que si j'ai une IA qui se souvient, qui connaît
en tout cas tous les échanges que j'ai eus avec un client depuis 3 ans, qui est capable de comprendre les insights, qui a compris que il y a 2 ans, cette personne m'a commencé à ouvrir le sujet de la transmission. Puis l'année dernière, il m'en a plus parlé. Mais pourquoi ? Ou alors est-ce que j'ai une offre à lui proposer ? Ou est-ce que je devrais aborder ça dans mon... Eh bien, cette dimension-là, d'un coup, qui sera au service de l'interaction humaine, eh bien, elle devient incroyablement puissante. La pertinence pour faire du conseil personnalisé, venir identifier des insights, et même demain, analyser de la donnée parce que on parle de ça, on parle quand même d'une technologie qui est capable d'aider les experts comptables à faire quasiment des micro-évaluations prospectives pour chacun de ses clients, de faire de la veille globale sur la situation économique et des préconisations du coup associées, et qui, en plus, si je travaille bien mon secteur, bien mon marché, bien mon existence globale, faire même des comparaisons sectorielles. Putain, mais ma valeur ajoutée, elle est immense. Et effectivement, l'IA devient très puissante si, effectivement, je l'interface avec la donnée de qualité, et si en plus, elle participe finalement à la structuration de cette donnée. Ouais, ça c'est fou. Franchement, je trouve que, tu vois, dans les axes qu'on peut partager, ça, je pense que avec tout ce qu'on a dit avant, comment tu peux t'augmenter, c'est fou. Qu'est-ce qui ferait que, selon toi, on peut rater un projet IA ? Tu disais, il y a 95% des projets qui ratent. On a regardé ceux qui réussissent. C'est quoi la liste, tu vois, des auditeurs qui vont se dire génial, tout ce qu'ils m'ont dit, j'ai envie de le faire, et pour leur éviter de faire partie des 95%? Alors, il y en aura plein. Alors, effectivement, c'est comment je regarde mon sujet. Si je veux faire de l'IA uniquement pour de l'excellence opérationnelle sans penser une transformation plus globale, je vais aller vers l'échec. Si je veux faire de l'IA en pensant que c'est juste une fonctionnalité, comprenant pas que c'est une infrastructure qui vient réorganiser, notamment potentiellement mon organisation et mes métiers, je vais aller potentiellement, en tout cas, vers l'échec. Si je prends pas le temps d'acculturer et de former, je risque d'aller, en tout cas, vers l'échec. Si je suis pas concentré sur des cas d'usage concrets, je risque effectivement d'aller, en tout cas, vers l'échec. Et à la fin, surtout si je considère que l'IA, c'est un sujet technologique, alors que c'est un sujet humain. Et là, j'irai aussi potentiellement vers l'échec. Donc les raisons, elles sont multiples. Il y a plein de raisons de potentiellement échouer. Mais je crois que, quand dans tout domaine, on en parlait tout à l'heure, l'intelligence collective, c'est 2 tiers de neurones qui sont là pour être en interaction avec les autres. Je crois qu'il faut créer au niveau, soit au sein des cabinets, soit intercabinets, soit tu es un acteur qui participe aussi à cette intelligence collective. Il faut créer des espaces d'intelligence collective, des espaces, en tout cas, de partage. Parce que les gens doivent comprendre qu'en réalité, effectivement, on est toujours concentré sur le concurrent, le cabinet qui est à côté. Mais la concurrence, elle est en train d'arriver par ailleurs. Et la question, c'est comment on s'organise, non pas pour freiner une évolution technologique qui est inévitable, mais comment, effectivement, on fait le lobbying au sens noble du terme pour influencer effectivement la réglementation française et européenne, parce que derrière, il y a quand même un enjeu pour la donnée économique française. Et l'autre élément, c'est comment effectivement, en tout cas, je m'en empare pour produire plus de valeur ajoutée pour mon client. La qualité avant le prix. Tu parlais d'humain, là j'ouvre, parce que je vois qu'on est un peu quand même sur la fin, ou pas très loin de la fin, du moins. C'est passé vite. Mais là, pour le coup, c'est vraiment humain. Ce que je veux savoir, c'est qu'on se l'est dit en off, on est parents. Tu connais très bien le secteur, tu vois l'accélération. J'ai le sentiment qu'il y a quand même une accélération assez... c'est exponentiel. C'est marrant que les développeurs soient le premier job qui soit à risque d'une certaine manière, ou qui soit le plus hybridé, parce que c'est eux qui ont créé la technologie. Et donc, tu sais pourquoi ? Vas-y. Parce que les boîtes d'IA, elles ont un intérêt, c'est d'automatiser le plus vite possible la première ressource qu'ils utilisent. Donc c'est le premier métier impacté. Wow. Parce que le sujet s'est impacté sur eux. Et effectivement, par effet d'entraînement, ils entraînent tout le reste. Ouais. Et effectivement, on est dans une phase effectivement d'accélération. C'est incroyable quand même. Et du coup, cette phase d'accélération, là pour le coup... Ah oui, tout le monde doit comprendre une chose. Là, on est en janvier 2026. Ouais. Qu'on se le dise. Hein. Alors, il y a peut-être une bulle, d'ailleurs, financière autour de l'IA. Ça n'empêchera pas la vague d'arriver. Hein. Il y a eu une bulle Internet. Et l'Internet a quand même changé plein de choses. Là, clairement, on est sur une vague technologique dont les effets seront plus forts que l'arrivée de l'ordinateur, du smartphone et d'Internet cumulé. D'accord ? Et dans tous les cas, cette vague, elle va avoir lieu. Et j'insiste, on n'est qu'au début de la vague technologique. Oui, parce qu'il faut rappeler que c'est novembre 2022 que ça a été mis dans les mains de tout le monde avec la technologie des LLM. Tout à fait. Les Transformers, c'est 2017. Finalement, tu vois, ça fait 9 ans. Hein. Ouais. C'est-à-dire la technologie, la dernière qui permet sur quoi on est en train de surfer. En gros, il y a 3 grandes technologies au-delà de la puissance de calcul, la disponibilité des données, mais c'était les réseaux de neurones, l'apprentissage auto-supervisé et les transformers. Les réseaux de neurones et l'apprentissage auto-supervisé, c'est quasiment formulé dans les années 50. Donc la dernière technologie qui permet cette vague-là, c'est 2017. Et ben, entre 2017 là, et en 2026, tu vois, en 9 ans, en réalité en 9 ans, la transformation globale. Personne ne parlait d'IA générative.
Non. avant 2017. Ouais. Et là, il y a les cas d'usage. C'est pour ça aussi qu'on est qu'au début, quoi. C'est que ça y est, ça a commencé. Il y a des business, tu le disais, alors pour le coup, en agence marketcom, on a repensé le modèle économique, ça a changé plein de choses. Même les créas maintenant, les créatifs sont impactés. Là, côté humain, tu vois, toi en tant que père, comment tu gères, où tu vois l'IA dans 5 ans? Je vais faire que 5 ans déjà, parce que 5 ans, ça fera. Mais tu vois, et après, comment on fait, quoi? Bah forcément, il faut regarder ce paradigme en face. Ce truc-là, mais dont toi et moi, on fait partie. Tu sais, cette société qui a fait que les gens qui avaient un QI, tout ce sur quoi on a construit une partie des choses est en train de disparaître. Voilà, en tout cas, cette chose-là, cette valeur économique est en train de disparaître. Et effectivement, il y a un changement de paradigme à ce niveau-là. Bon, là, il y a un déplacement de la valeur économique et sociale. Il y a plein de questions qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on va être cognitivement demain si on est assisté partout? Effectivement, quelles sont les compétences qui vont effectivement être valorisées? Comment on surfe en tout cas à l'intérieur de cela? J'ai publié un documentaire qui a entièrement été généré par IA qui s'appelle Homo Distractus sur YouTube. Okay. Dans 100 ans, des anthropologues découvrent les ruines de notre monde et s'interrogent sur notre rapport au numérique et au digital. Et donc, je parle de plein de choses à l'intérieur de ça. Et souvent, j'en parle en conférence parce que je montre des extraits. Et d'ailleurs, le documentaire qui est visible en ligne, entièrement généré par IA. Les voix, il y a des acteurs qui parlent, je le mettrai en etc. description. Ouais. Il est entièrement généré par IA. Et souvent, je parle d'un truc là-dedans, mes conférences, je dis, moi, ma fille, elle a 3 ans. Je crois qu'on a des enfants qui ont des âges proches. Eh bien, dans quelques années, j'irai au musée avec elle. Et à un moment donné, je lui montrerai, je l'arrêterai, je dis, oh, regarde ça, un open space. Elle va me dire, c'est quoi un open space? Et je vais lui dire, putain, mais à mon époque, il y avait des gens qui venaient au travail pour se mettre devant des ordinateurs et cliquer sur des icônes, remplir des formulaires, taper dans des cases toute la journée. Et elle va me dire, mais ils étaient payés pour ça? Je dis, ouais, ils étaient payés pour ça, ils faisaient ça. Et ce qui est marrant, c'est que le soir, ils rentraient chez eux, ils faisaient la même chose. Donc, c'est un peu bizarre aussi comme approche. Mais le vrai truc, c'est quoi? Ce qu'on doit comprendre, c'est que pour les gens, d'ailleurs, parce que beaucoup là qui nous parlent, ou utilisent de manière très basique en réalité l'IA, mais ils n'ont pas vu tout ce qu'il y a derrière. Mais la première fois qu'on voit un agent commencer à réserver un voyage en ligne, commence à payer pour moi, remplir ma fiche d'impôt, etc., je comprends une chose très claire, c'est que l'IA générative, c'est une révolution technologique parce que c'est une transformation profonde de notre manière d'interagir avec la machine. Pour la première fois de l'humanité, je peux utiliser le langage naturel, par la voix ou par l'écrit, mais simplement le langage naturel, parler naturellement avec la machine pour que soit elle m'affiche l'information dont j'ai besoin ou qu'elle agisse en ligne à ma place. Et ça, c'est un changement anthropologique. Pourquoi? Parce que tout notre environnement professionnel, et que si je rentre dans un cabinet d'expertise comptable aujourd'hui, eh bien une grande partie du travail des gens consiste à utiliser des interfaces de navigation. Ils passent de l'interface mail à l'interface de traitement des factures, de l'interface de déclaration administrative, de l'interface pour réaliser le bilan comptable, enfin bref. Donc, toutes ces interfaces qui sont faites de boutons cliquables, de formulaires, de cases à cocher, des cases pour remplir des formules, ce qu'on veut. Tout ça, ce qu'on appelle l'UX, l'UI design, tout l'UX, l'UI design qui nous entoure. Il faut bien comprendre qu'il a été inventé pour une chose. C'est que comme la machine ne nous comprenait pas, il fallait la prendre par la main pour aller là où on avait besoin. Mais maintenant, je repose cette question à chacun des auditeurs là. À quoi sert toutes ces interfaces si désormais je peux parler à l'IA pour qu'elle m'affiche ou qu'elle agisse en ligne à ma place? À quoi sert un site intranet? À quoi sert un site internet? À quoi sert un logiciel? À quoi sert une application mobile? À quoi servent toutes ces interfaces? C'est ça, le changement dans lequel on est en train d'opérer. Ah ouais, toi, tu penses qu'on peut aller aussi loin, quoi. Mais ça nous pend, on est quoi. On y est. Ça y est. Ce changement va être majeur. Et les gens, je le prendrai, ça va encore arriver comme la vague de l'IA générative. C'est une vague qui arrive d'abord par le bas, avant d'arriver par le haut. C'est un peu perturbant parce que les directions des services informatiques opéraient pas comme ça avant. Une vague technologique, ça arrivait par le haut. L'État décidait quelque chose, puis après les entreprises s'en emparaient, les DSI déployaient des systèmes, puis après on formait les gens. La vague de l'IA générative, elle n'a pas respecté ça parce qu'en fait tout le monde s'est emparé de l'IA, mais les boîtes ne savaient pas quoi faire. Et du coup, c'est la première fois dans l'histoire où le DSI maîtrisait même plus son système d'information. D'accord ? On a un peu vécu ça avec Internet, c'était un peu plus compliqué, mais là, on est à une vitesse grand V. Mais quand les gens vont réserver leur voyage de manière automatique avec un agent, mais qui pense encore que les gens retourneront sur des interfaces pour réserver leur voyage? Et si je le fais là, mais qui pense que j'irai remplir ma fiche d'impôt en ligne, que j'irai faire une déclaration en ligne, que je vais remplir des formulaires?
qui pense encore que je vais utiliser ce type d'interface si je suis en capacité d'avoir une IA qui cognitivement en tout cas me fait la chose pour moi, sous ma supervision bien entendu. C'est un changement majeur qui est en train d'arriver. Et alors là, du coup, qu'est-ce que tu dis ? C'est quoi les compétences qu'il faut qu'elle ait ta fille ? Parce que là c'est ma question en tant que père, tu vois, c'est de dire je suis en plein dedans. Ouais, mais c'est hyper important parce que c'est la question la plus récurrente que j'ai eue ces 3 dernières années. Ouais. C'est systématiquement après mes conférences, les gens viennent me voir, ils parlent pas trop de leur métier, tout ça, ils me disent mais ma fille, mon fils, mon petit enfant, qu'est-ce que je leur dis ? Bon, il faut pas tout jeter. Je pense qu'à date, c'est toujours mieux d'être bien construit cognitivement. Mais là où il y a encore 4-5 ans, le diplôme définissait 90% de la réussite d'un enfant, on doit comprendre que ça représentera potentiellement peut-être moins de 30% demain. Ça, c'est perturbant. Parce qu'effectivement, la réussite construite sur le diplôme va plus dire tout à fait, en tout cas sur les diplômes qui évaluent le QI, va réduire en valeur. Cependant, il faut le garder. Disons que pour l'instant, notre société est structurée par rapport à ça. Donc, bien sûr, j'encouragerais quand même les plus jeunes à aller faire, en tout cas, leurs études, à favoriser effectivement des domaines qu'ils apprécient, des domaines, en tout cas, qu'ils ont envie d'explorer. Mais clairement, ma fille, je ne la laisserai pas s'enfermer uniquement dans le délire de vouloir absolument un diplôme. Je lui dirai aussi, tiens, développe effectivement ta capacité d'interaction. Voilà. Implique-toi dans le BDE, dans les associations, dans l'univers sportif, et développe tes relations au corps. Oui. Fais de la mécanique, de la peinture, de la danse. Pourquoi ? Parce que ton intelligence humaine, celle qui va t'apporter de la valeur économique demain, de toute façon, économique et sociale, elle ne sera plus centrée que sur le QI, mais aussi sur toutes ces autres dimensions que sont la relation humaine et que sont notre rapport à notre corps, du métier manuel à notre perception sensorielle. Donc je crois qu'on doit aider nos enfants à affûter aussi également ces dimensions-là, et je crois qu'on doit aussi leur faire confiance. Génération après génération, on s'inquiète toujours pour la suivante, mais je crois que chaque génération sait en tout cas s'emparer du sujet, même si c'est clair qu'on vit un moment particulier. Les IA, notamment, on parlait des large reasoning models qui sont capables avec du deep research, donc de faire des analyses très approfondies, des notes très poussées, stratégiques, de très haute valeur ajoutée, aujourd'hui à partir de données, ont un impact très clair. C'est qu'une grande partie des postes de premier niveau sont en train de disparaître dans les boîtes. Ce que les Américains appellent l'high jobs apocalypse. On a de moins en moins de jobs pour les juniors, tout simplement parce qu'en fait, l'IA fait mieux le travail qu'eux. La question, c'est comment j'amène toute une génération en compétences si je n'ai pas ces postes de premier niveau. Vrai sujet, collectif également. Mais voilà. Mais je crois qu'ouvrir le développement de l'intelligence au sens large pour nos enfants et leur faire confiance. Et j'ai envie de... Ça m'emmène sur des tonnes de porte-nobles. Là. Je veux juste savoir, Cyril, il est où dans 10 ans ? Ah, ça, c'est une vraie question. Souvent, quand je monte sur scène, je leur dis, vous savez, je vous montre ce classement des systèmes, des métiers qui sont les plus disruptés, mais je leur explique, vous savez, le premier qui va être disrupté, c'est le conférencier. De toute façon, c'est nous aussi qui allons. Moi, clairement, la volonté de continuer, en tout cas, à accompagner, en tout cas, cette vague technologique, mais en tant qu'intégrateur technologique de manière générale, je crois qu'on aura, en tout cas, toujours besoin d'acteurs qui cherchent à être à la pointe et à en même temps anticiper les transformations dans une vague qui va s'accélérer. Là, on parle effectivement d'IA, mais tu sais, se pointe du nez bientôt potentiellement l'ordinateur quantique, à horizon de 5 à 6 ans, 7 ans peut-être. Les premières, en tout cas, roadmap de certains acteurs commencent à arriver à maturité. On aura une nouvelle accélération technologique aussi à ce moment-là. Donc, il y a de l'espace pour les acteurs qui aiment en tout cas l'innovation et qui ont envie d'être en tout cas à la pointe. Ça nécessitera de continuer en tout cas à être à la pointe. Mais c'est sûr que mon activité sera très différente. Est-ce qu'elle existera encore en tant que telle ? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que moi, après, à titre individuel, moi, je suis un entrepreneur avant tout. J'aime aller chercher là où il y a des opportunités, là où il y a des choses à créer. Et j'espère que dans 10 ans, je ne serai pas contenté en tout cas d'être un conseiller et que moi-même j'aurais en tout cas créé des solutions et je vais m'y attacher et je m'y attache déjà. Tu n'es pas que le vendeur de pelles, tu creuses aussi pour faire avancer tout le monde. Exactement, souvent on dit ça, c'est marrant parce qu'effectivement au tout début de cette vague, c'est les vendeurs de pelles toujours qui en tout cas qui gagnent le plus et qui en profitent en tout cas d'une vague. Et j'assume pleinement le fait d'avoir été en tout cas ce vendeur de pelles, j'espère avoir été un vendeur de pelles, en tout cas éthique, qui a su capter de la valeur, mais là où il en a porté également. Mais oui, contrairement à ce qu'on pense, j'ai pas envie de rester un vendeur de pelles parce qu'il y en a certains qui vont chercher des pépites d'or et j'ai envie d'y aller. Ouais. C'est vrai que quand tu es conférencier sur l'IA, tu vois, pour en avoir fait toute l'année dernière, en fait, de mois en mois,
ta conf, elle change en fait. Bah, Mais même je me souviens d'en avoir fait une, mais, c'était genre 3 jours après la sortie des skills de Claude. ouais. Et j'étais arrivé, j'avais passé 3 nuits à jouer sur skills tellement tellement je trouve que tu vois, j'ai eu un espèce de En moment. termes d'amélioration continue, t'imagines les skills commencer? Mais c'est fou. Quand tu demandes de la mise à jour du skills dans Claude, Mais tu vois bien la porte que ça ouvre. Et les skills Tu qui dois peut-être s'appellent... expliquer ce que c'est les skills. Ouais, je vais expliquer. C'est parce que c'est fou en fait. Donc en fait, donc la skill, ça va être d'apprendre à Claude une compétence. Mais ce que je trouve fou, et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi tout le monde n'en parle pas tellement ça m'a l'air sous-coté, c'est que une skills peut rappeler une autre skills. Et si je te prends l'exemple de la production du podcast, aujourd'hui j'ai repris en main la production du podcast, et donc j'ai une skills qui va prendre le transcript, et je vais lui dire, voilà, j'ai reçu Cyril, voilà le transcript de l'échange, prépare-moi toute la post-prod. Oui. Et il va me faire la post-prod, donc il va me faire les show notes, mais avant ça me prenait un temps, mais c'était monstrueux. Et ce qui me soulève un truc, c'est on n'en a pas parlé, mais faites attention toujours aux hallucinations. Ah, bien Et sûr. ouais, on en a Toujours pas... la relecture, Et ouais, bien sûr. mais on n'en a pas parlé dans tout, et d'où le lien de garder humain Toujours et l'humain, bien l'hybridation. Mais Tout parce à que fait. quand je le fais, il me génère 80% de choses qui sont géniales, folie. Mais j'ai 20% de... Et alors que dans la skills, je lui dis, tu n'hallucines pas, tu es comme ça, c'est nickel. Bien sûr. Et Mais non, mais bien sûr que non, c'est un système statistique, effectivement. Et c'est Mais ça. par contre, ce qui est fort, c'est ça. C'est là, et les gens, effectivement, en tout cas, je pense que le skills de Claude est l'une des briques technologiques qui permet le mieux de commencer à voir la fenêtre de l'agentification qui est en train de s'ouvrir. Parce que là, c'est plus pareil. C'est qu'à un moment donné, effectivement, si je suis un expert comptable et que j'ai une compétence dans une de mes IA qui est celle de produire un bilan à partir, effectivement, des données comptables qu'on a mis à un endroit bien structuré, que ensuite la personne, l'IA me génère un bilan comptable, que je constate des choses qui ne me vont pas, que je lui dis et que je lui demande de mettre à jour sa compétence en conséquence, au fur et à mesure je vais interagir avec lui, eh bien mon IA va effectivement progresser, s'améliorer dans sa compétence. Je trouve que c'est absolument, en tout cas, effectivement incroyable. Et quand tu me le dis, cette technologie est en train d'évoluer à telle vitesse que des fois, moi, ça m'arrive forcément dans certaines semaines de faire plusieurs conférences. En tout cas, ça m'est arrivé d'en faire jusqu'à 12 dans une même semaine. Wow. Donc, ça fait un paquet. Et ça m'est arrivé de faire une conférence le lundi et que le vendredi, elle soit plus déjà la même. Ouais, C'est ça. Et c'est passionnant. C'est passionnant, même si j'insiste, sous l'angle technologique maintenant, pour prendre un petit peu de recul, il faut bien comprendre une chose, c'est que potentiellement, on commence à arriver à... Bon, je me garderai d'avoir des certitudes là-dessus, mais peut-être un plafond sur la progression des IA statistiques, donc des modèles d'IA statistiques qu'on a aujourd'hui, fondés justement sur les transformers, sont potentiellement en train d'arriver à un certain plafond. Par contre, effectivement, il y a déjà les relais qui sont derrière. Yann Lequin, qui revient en France, l'ancien patron de la recherche de l'IA chez Meta, s'appuie sur ce qu'on appelle les world models. Donc, il est déjà en train de travailler sur les modèles potentiellement suivants. On a ce qu'on appelle aujourd'hui les IA hybrides qui mêlent ce qu'on appelle les IA statistiques et les IA symboliques. Donc, utiliser en gros les règles de raisonnement logique pour venir alimenter en tout cas l'IA et pas uniquement l'apprentissage à partir de données qui potentiellement sont en train d'arriver. Donc voilà, le champ technologique va aussi se faire par des désillusions à certains endroits ou des ralentissements, puis des nouvelles accélérations, en tout cas à d'autres. Et c'est pour ça, on a certaines briques qui produisent déjà de la valeur, mais effectivement qu'il va falloir en tout cas observer dans leurs évolutions. Cyril, est-ce que tu aurais une ressource à nous partager? Je sais que tu es auteur, j'aurais voulu creuser comment tu fais pour gérer à la fois les boîtes, la vie de parents, écrire des livres. Et je mettrai tous les ressources de tes livres en show notes. Est-ce que tu en aurais un, soit de tes livres, soit un livre, tu vois, à lire Alors, si je parle aux experts comptables, alors bien sûr, je pourrais faire moi la publicité bien sûr de mes ouvrages. On a publié le guide de l'IA générative l'année dernière, la 2e édition, qui a été préfacée d'ailleurs par Yann Lequin, par Yann Ferguson, et que j'ai coécrit avec Fanny Paris, qui est une anthropologue, qui est une revue un peu globale. On a publié aussi l'année dernière avec Michael Cabon un ouvrage qui s'appelle Apprendre à guider les IA sur les bases en tout cas du prompt. Mais au-delà de ces livres-là, qui sont des livres généralistes, forcément là au moment où on se parle, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on est venu, moi vraiment, parce qu'ils sont disponibles en ligne, j'invite chaque expert comptable à lire les 2 rapports sur effectivement, en tout cas, l'impact de l'IA sur les métiers de l'expertise comptable, celui porté par Managia il y a 2 ans sur l'étude prospective et la 2e étude plus opérationnelle portée par Polaria. La première a été portée par notamment Fanny Paris, que j'en profite pour la saluer, et la 2e par Tristan Brier, qui lui a piloté la 2e. Et je crois que ces 2 études-là sont disponibles gratuitement en ligne auprès de l'Ordre des experts comptables de Bretagne. Elles ont une portée nationale et je crois
crois que voilà, s'il y a une c'est ça la bonne chose, ressource. il faut aller lire ça. Allez, on met tout ça dans le show note. Où est-ce qu'on peut te contacter si on veut te contacter? Je mets Vous ton pouvez LinkedIn. exactement sur LinkedIn ou via en tout cas notre site polaria.i. Allez, impeccable. Est-ce que je t'ai pas demandé toi au début de l'épisode, qu'est-ce qui ferait que ce serait un bon épisode, mais est-ce que c'était C'était un. Bah écoute, ouais, ce que j'aime, tu sais, c'est l'interaction humaine. Et je crois que tu me l'avais dit en arrivant là, tu n'avais pas forcément à un moment donné de fil tout à fait défini. On s'est laissé aller à l'interaction. Ouais. Et je crois que bah voilà, je pense que quand on se laisse aller à l'interaction humaine, alors on produit de la valeur ajoutée. C'est le symbole de l'époque. Et c'est, je crois, ce que j'aime le plus. Donc, très bon podcast. Merci à toi. Bah écoute, je me suis régalé. Tu vois, honnêtement, je sentais que j'avais le fil conducteur, j'avais le titre, j'avais le thème en tout cas, et on l'a déroulé. Je me suis régalé. Merci beaucoup Cyril d'avoir partagé tout ce que tu as partagé. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que l'épisode vous a plu, c'est que vous avez appris plein de choses et c'est que vous avez envie de développer votre cabinet. Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Puisque Cyril, tu l'as très bien dit, c'est en partageant au plus grand nombre, c'est en mettant en commun, partagez cet épisode qui puisse inspirer vos confrères, vos consoeurs, vos collègues et parfois même peut-être vos proches, parce que tous les secteurs, ce qu'on disait un peu quand même, c'est que tous les secteurs sont en train de se transformer. Exactement. Et écoutez, je vous dis moi à très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup Cyril et à très bientôt.